Bonjour à tous. Bon, d'abord, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui ici. Alors, donc, moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle les troubles cognitifs qui peuvent être liés à la sclérose en plaques. Donc, c'est Jacques Dutronc qui chantait ça, hein, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie ou c'est la CEP. Alors, c'est certainement un mélange des deux. Alors, pourquoi on a choisi ce sujet aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que ça touche quand même un grand nombre de patients avec la sclérose en plaques, ou du moins dans cette étude donc, canadienne. On a demandé aux patients s'ils pouvaient rencontrer des problèmes liés à des troubles cognitifs. Et donc, vous voyez qu'en majorité, à 80%, les patients répondent favorablement à cette question-là. Alors, avoir des difficultés cognitives, qu'est-ce que ça veut dire pour un patient? Ça veut dire parfois oublier. Ça peut vouloir dire quand au cours d'un repas en famille, avoir des difficultés à suivre une conversation, par exemple. Ça peut vouloir dire je n'arrive plus à faire plusieurs choses en même temps. Ça peut vouloir dire parfois il y a des mots qui m'échappent. Je suis en train de discuter, et puis d'un coup il y a un mot que j'aimerais dire, et puis j'arrive pas à le retrouver. Alors, donc c'est important d'en parler parce que c'est gênant pour les patients. Ça peut être gênant dans la vie professionnelle, dans la vie sociale et dans la vie familiale. Alors, c'est gênant, mais c'est jamais grave et ça ne va pas suivre un déclin comme ça dans le temps, ça ne va pas s'aggraver. On ne va pas perdre une fonction cognitive au fil du temps avec la sclérose en plaques. Par contre, ça fait partie de ce qu'on nomme les symptômes invisibles, comme la fatigue. Et donc, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc, ça va être important que le patient, déjà que nous, on en parle au patient pour que le patient puisse déjà comprendre que c'est lié à sa maladie. Et ensuite, une fois que le patient a compris ces choses-là, qu'il puisse aussi en parler avec son entourage. Alors, on parle souvent de la mémoire, parce qu'en fait, c'est les patients qui disent, quand ils arrivent à la consultation, oui, j'oublie, mais il y a d'autres choses que la mémoire qui peuvent dysfonctionner avec la maladie. Et principalement dans la sclérose en plaques, c'est ce qu'on appelle la vitesse de traitement de l'information. Donc, le fait d'être ralenti, ça c'est ce qui va être principalement gênant pour les patients et le plus rapporté, le plus répandu. Mais ce ralentissement, effectivement, il peut avoir un effet indirect sur la façon dont on va être concentré, par exemple, ou la façon dont on va mémoriser des choses. Donc, on peut parler aussi de la mémoire. On verra tout à l'heure qu'on dit la mémoire, mais finalement, il n'y a pas qu'une seule mémoire. Il y a plusieurs types de mémoire. Mais que toutes ces mémoires-là ne sont pas touchées par la maladie. Et puis, on a d'autres fonctions. Donc, j'ai dit l'attention, la concentration. La planification, donc la planification, c'est ce qui nous sert à organiser les choses dans la vie quotidienne, planifier les choses. Et ce qu'on appelle la fluidité verbale, c'est ce qu'on nomme aussi le manque du mot. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, des fois, les patients ont un mot qui est sur le bout de la langue, comme ça, qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Donc, je vous disais, la mémoire, oui, mais en fait, il y a plusieurs sous-systèmes dans la mémoire. Et donc, l'ensemble de la mémoire n'est pas perturbé avec la maladie, mais c'est plutôt un certain type de mémoire, ce qu'on appelle la mémoire à court terme ou la mémoire de travail, qui est un peu la mémoire vive qui nous permet notamment d'apprendre des choses nouvelles. Et donc, on ne perd, quand on a une sclérose en plaques, on ne perd pas la mémoire, comme ça peut être le cas dans d'autres maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer. On associe beaucoup la mémoire à cette maladie-là. Mais ce n'est pas du tout le même processus dans la sclérose en plaques que dans ce type de maladie. Et puis, parfois, les patients ressentent soit un manque d'efficacité, ou du moins un changement dans leur fonctionnement. Et parfois, ils le perçoivent comme une perte de leur capacité, une perte d'intelligence. Les troubles cognitifs n'entraînent pas une diminution de ces capacités-là. Hein. On ne devient pas moins intelligent, on garde toutes ces capacités de base ne sont pas touchées. Alors, pour vous
concernant la mémoire, ce que je vous disais tout à l'heure, la mémoire à court terme ou la mémoire de travail, donc ce petit exemple, pour comprendre que ce n'est pas tout le système mnésique qui est impliqué, mais un certain type de mémoire. Donc, je connais tous les départements français, les dates d'anniversaire de tous mes proches, les capitales du monde. Mais voilà, je n'arrive pas du tout à me rappeler les mots de passe au travail. Voilà, c'est une illustration, peut-être que ça vous parle, mais c'est pour dire que, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut toucher aussi bien des gens qui n'auraient pas la sclérose en plaques, ce type de trouble de la mémoire. Mais donc, il y a plein de choses que le patient, tout ce que le patient aura appris, tout ce qu'il sait faire dans la vie, tout ça n'est pas du tout altéré, mais ça va être plutôt donc, sa capacité à acquérir de nouvelles informations, à apprendre de nouvelles choses. Donc, ce que nous, on distingue, les neuropsychologues, c'est le fait, par exemple, d'avoir appris quelque chose. Donc, on l'a enregistré, il est quelque part dans notre système, mais quand on en a besoin, eh ben, on n'arrive pas à le retrouver. Donc, c'est un problème d'aller récupérer l'information. Et la plupart du temps, dans la sclérose en plaques, c'est ce qui se passe. C'est l'accès aux souvenirs ou l'accès aux mots, par exemple, qui est difficile. Et puis, parfois, on a ce qu'on appelle un problème d'encodage, c'est-à-dire que le patient, il a peut-être une capacité un peu plus réduite, c'est-à-dire qu'il arrive à apprendre moins d'informations à la fois. Et ça, pour nous, ça va être une chose importante à distinguer quand on va faire une évaluation, par exemple, puisqu'on ne va pas proposer les mêmes modes de prise en charge si on a un trouble de l'encodage ou un trouble de la récupération. Pardon. Ensuite, il y a des facteurs qui ne sont pas de la mémoire, mais qui peuvent perturber la mémoire. Par exemple, si on n'est pas concentré, si on ne porte pas son attention sur quelque chose, on va avoir de grandes difficultés à le mémoriser. Souvent, dans la consultation, les patients disent que quand ils sont engagés dans une tâche, par exemple dans la vie quotidienne, et que quelqu'un vient et leur donne une information, le fait d'être impliqué dans cette tâche, et de ne pas pouvoir porter tout de suite son attention sur ce qu'on va leur dire, ils vont d'une part se désengager de ce qu'ils étaient en train de faire, donc perdre le fil de ce qu'ils étaient en train de faire, et en plus de ne pas réussir à mémoriser ce qu'on vient de leur dire. Mais ça, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité à mémoriser, c'est pas parce qu'à cet instant-là, ils n'ont pas porté leur attention sur ce qu'on leur disait. Alors, je le disais, la vitesse de traitement de l'information, donc c'est vraiment quelque chose qui peut exister de façon très précoce dans la sclérose en plaques, au tout début de la maladie, et qui peut aussi expliquer les difficultés de la vie quotidienne. Parfois, on ne mémorise pas bien parce qu'en fait, au moment où on était confronté à l'information à retenir, on n'a peut-être pas mis en place la meilleure des stratégies pour mémoriser. Et ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. Pardon. Donc, je vous disais tout à l'heure, on parle de la mémoire, mais il peut y avoir aussi d'autres types de fonctions touchées avec la sclérose en plaques. L'attention divisée. Donc ça, c'est très fréquent comme plainte de la part des patients. Faire plusieurs choses à la fois devient vraiment très compliqué. C'est-à-dire soit faire plusieurs choses en même temps, ou penser ou réfléchir à plusieurs choses à la fois. Ce qui se passe en fait dans le fonctionnement du patient, c'est que déjà, lorsqu'il doit porter son attention sur une seule tâche, en fait, dans son cerveau, il va y avoir déjà des réorganisations pour essayer de compenser ce qui s'est passé dans le système. Donc, on va avoir un système finalement qui va, pour compenser, il va peut-être travailler encore plus que dans un système qui n'est pas atteint par la sclérose en plaques. Mais si en plus on double encore ce travail-là en faisant plusieurs choses en même temps, là, le système il va être en surcharge et il ne pourra plus travailler efficacement. Donc, la situation de multitâche, pour les patients, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on s'attelle à faire les choses de façon... si on fait une chose à la fois,
Donc là, on va voir que ça va beaucoup mieux marcher. Ce qui peut aussi faire défaut pour les patients, c'est la fluidité verbale, ce qu'on appelle le manque du mot. Alors, ce n'est pas un trouble du langage au sens où on n'a pas perdu le stock de mots qu'on a, mais c'est qu'à un moment donné, on a du mal à accéder à ces mots. Et puis, on peut aussi expérimenter des difficultés à planifier les choses, c'est-à-dire à savoir, et bien, par exemple, on part en voyage, on doit préparer ses affaires, et bien de se dire, bon, ben, voilà, pour ça, il faut commencer par telle chose, puis une fois qu'on a fini celle-ci, il faut passer à une deuxième étape, puis à la troisième étape, et garder en fait en tête toute la planification de ces choses-là. Et ça peut être quelque chose de difficile pour les patients. En tout cas, comme on a vu tout à l'heure, donc il y a quand même une majorité des patients qui peuvent ressentir ces difficultés dans la vie quotidienne. Donc, c'est important d'en parler. Alors, d'en parler déjà à son neurologue, parce qu'on peut vous proposer des choses, des prises en charge. Alors, la première étape, c'est de faire un état des lieux, de faire un diagnostic. Donc, ça passe par faire un bilan, ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique. Donc, c'est faire, en fait, on vous fait faire des exercices de mémorisation ou de rapidité. Et on va voir, donc le neuropsychologue va voir si vos capacités, elles sont normales ou si elles sont déficitaires et voir si, quelles sont les origines de ces difficultés. Ce qui se passe souvent, c'est que les patients, disons, ont une perception un peu négative de leur capacité. Et quand on fait le bilan, finalement, on se rend compte que la plupart des fonctions sont intactes et fonctionnent bien. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui peuvent être difficiles. Et nous, les neuropsychologues, dans notre situation de test, parfois, on n'arrive pas à reproduire exactement ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Mais en tout cas, le bilan neuropsychologique est une chose importante parce que ça va permettre d'établir les éléments d'une prise en charge éventuellement. Et puis, il faut toujours rester à l'écoute de ce que dit le patient, de sa plainte, parce que même s'il a des résultats normaux, il va falloir quand même voir pourquoi dans telle ou telle situation il ressent des difficultés. Donc, ça peut être des facteurs comme des facteurs psychologiques, le fait d'être, disons, proche d'une annonce d'un diagnostic, on est dans un état très perturbé et on peut être dans un état où on perçoit négativement ses capacités et donc on est plutôt focalisé sur ce qui ne fonctionne pas bien. Alors, quand on fait donc un bilan neuropsychologique, l'idée, c'est ce bilan va servir à établir des modalités de prise en charge. Alors, c'est pas fort, ça passe pas forcément toujours par des prises en charge avec un orthophoniste, par exemple. Pour certains patients, c'est parfois nécessaire. Mais c'est surtout, alors moi, ce que je fais souvent, c'est des petites séances où je donne des conseils, surtout d'organisation dans la vie quotidienne. Alors, l'organisation est une chose assez importante, tant sur la gestion de la fatigue ou de la fatigabilité, puisque c'est très fréquent pour les patients. Donc, s'organiser, ça veut dire, eh bien, si j'ai une tâche assez coûteuse sur le plan intentionnel à faire, eh bien, je ne vais pas prévoir peut-être d'autres activités qui, sur le plan cognitif, seraient très coûteuses aussi. Et puis, ce qui est important, c'est de mettre en place des pauses ou de fractionner les efforts pour éviter qu'il y ait une charge intentionnelle trop importante. Ensuite, on peut apprendre aussi à venir renforcer un peu ce que je disais tout à l'heure, les stratégies pour mémoriser. Donc, c'est un peu comme quand on a des troubles de la marche, on peut utiliser une canne. Pour la mémoire, c'est un petit peu pareil. Donc, utiliser des stratégies pour mieux apprendre. Donc, par exemple, la visualisation, associer les souvenirs. Ce qui est important dans la vie quotidienne des patients, souvent, c'est utiliser un agenda
alors un agenda qui a la forme que le patient choisira, et d'instaurer surtout un rituel pour consulter cet agenda. Parce que bien souvent, de façon naturelle, les patients mettent en place des stratégies, hein, mais c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups. Et l'utilisation de l'agenda, voilà, ça peut être un sujet d'une séance de réadaptation. Centraliser les informations. Oui, parfois, voilà, on utilise un agenda, ça peut être un agenda papier, et puis en parallèle, on va utiliser son portable, on va noter d'autres choses, et finalement, ça multiplie les sources d'informations, et au final, eh bien, ça fait une sorte de confusion. Donc, vraiment, ce qui est très important, c'est de centraliser l'information, et surtout de consulter régulièrement cette source d'information. Alors, ce que je disais tout à l'heure, voilà, éviter au maximum le multitâche, donc d'essayer de faire les choses une chose à la fois, de limiter les distractions. C'est aussi pour ça que c'est important que l'entourage du patient comprenne bien que ces difficultés cognitives sont liées à la maladie et que quand le patient est engagé dans quelque chose, parfois c'est nécessaire de ne pas l'interrompre ou de le laisser finir sa tâche. Concernant ce qu'on disait tout à l'heure sur quand on a un manque du mot, quand on a un mot qui ne vient pas, on peut, lors de ces séances, s'entraîner à utiliser plutôt des phrases ou des périphrases pour essayer de faire une sorte pour contourner un peu cet obstacle-là, quand vraiment c'est un mot précis qu'on ne trouve pas. Et puis aussi s'habituer à ne pas paniquer, parce qu'effectivement, le stress, ça va augmenter la difficulté et faire que ce mot, vraiment, on ne le retrouvera pas sur l'instant. Et puis tout à l'heure, quand on parlait des difficultés de planification, on peut très bien, avant de s'engager dans la tâche, lister les différentes étapes de ce qu'on a à faire. Et au fur et à mesure, une fois qu'on a fini une étape, de la barrer et de passer à la suivante et d'essayer vraiment d'aller au bout de l'étape qu'on est en train de faire. Parce que si au cours de ce processus, on a besoin de faire une pause, il vaut mieux faire une pause à un moment où on a fini une première étape. Comme ça, quand on y revient, on sait exactement où on en est. Donc, je le disais tout à l'heure, parfois, à la suite d'un bilan neuropsychologique, on peut proposer des séances avec un orthophoniste, donc soit en libéral ou parfois dans les centres de rééducation, c'est proposé, où là, vraiment, on va faire des séances où on va essayer soit de stimuler la mémoire, ou soit de travailler sur l'utilisation d'un agenda. Donc, en fait, la proposition sera faite en fonction des résultats, bien sûr, au bilan neuropsychologique. Et puis, donc, il y a des facteurs qui concernent même les personnes qui n'ont pas de sclérose en plaques, des facteurs qui ont un lien ou pas avec la maladie, qui peuvent agir sur nos capacités à être concentrés ou à mémoriser. Principalement, bien entendu, pour les patients, ça va être la fatigue. Donc, la gestion de la fatigue et de la fatigabilité, c'est très important aussi. Le stress aussi, ça va être... le stress peut majorer les capacités à mémoriser ou à rester concentré. Alors, le sommeil, bien entendu, les troubles du sommeil sont assez fréquents dans la maladie. Donc, c'est important de savoir pourquoi on ne dort pas bien et d'essayer de trouver des solutions. L'activité physique. L'activité physique, c'est un point important pour gérer l'effet de la fatigue dans la maladie, mais aussi sur le plan cognitif. C'est parfois intéressant d'alterner, par exemple, une tâche cognitive et ensuite de faire peut-être en fractionnant donc, ces tâches cognitives et en intercalant avec plutôt une activité motrice. Ça va permettre de laisser un des systèmes se reposer pendant que l'autre fait autre chose. Et ça peut aussi améliorer les capacités cognitives. Et puis mettre en place des activités ressources. Alors, il y a
aussi d'autres types de prise en charge qui peuvent avoir un effet sur les fonctions cognitives et qui peuvent aider le patient déjà à comprendre ce qui se passe sur ce plan-là et trouver des moyens d'échanger peut-être avec d'autres patients et de trouver des solutions. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler lors de la consultation. Donc, on peut en parler à un psychologue ou à un neuropsychologue. On propose des ateliers d'éducation thérapeutique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais donc c'est des ateliers où on peut, avec des professionnels de santé, donc qui connaissent bien la maladie, et d'autres patients. Et donc, l'idée, c'est de mieux comprendre comment ça marche, mieux comprendre pourquoi on a des troubles cognitifs et pourquoi on a des troubles de la mémoire, et aussi de savoir et d'échanger avec les autres patients ce qu'eux ont pu mettre en place des adaptations, effectivement. Donc, la gestion de la fatigue, on en a parlé, le stress, et puis parfois, parfois mettre en place des prises en charge spécifiques. Et puis, bien entendu, la capacité que le patient va avoir à mettre en place ces adaptations dans la vie quotidienne, c'est aussi l'état psychologique dans lequel il se trouve et peut-être le moment là où il en est avec sa maladie. Est-ce qu'il est prêt à mettre en place ces adaptations? Est-ce qu'il est prêt à accepter cette maladie? Et aussi le fait d'avoir ce référentiel, de se dire, bon, avant, je pouvais faire les choses comme ça, et bon, maintenant, ce n'est plus le cas avec la maladie, mais d'essayer voilà, de changer, de mettre en place ces adaptations-là pour prendre en compte les effets de la maladie. Et puis, donc, voilà, un symptôme invisible, donc une importance d'en parler à ses proches, parce que c'est comme la fatigue, ça va donner lieu à des incompréhensions. Donc, une première phase de faire comprendre au patient quels peut être ses troubles, pourquoi il a ces troubles-là, pour que lui, il puisse en parler à son entourage. Et puis, bien entendu, lorsqu'on propose aux patients ces adaptations, ces prises en charge, il est important que les gens qui vivent au foyer jouent le jeu, c'est-à-dire que accompagnent la mise en place de ces adaptations. Voilà, je vous remercie.